and abroad. A very warm welcome to everybody and everyone here in Canada and abroad. Bonjour à tous au Canada et en dehors du pays. I am Cheikh Tidiane Bangoura, President of Africa Study Group. Je suis Cheikh Tidiane Bangoura, président du groupe de réflexion sur l'Afrique, Conseil international du Canada, ici à Ottawa. I would like to acknowledge that we are holding this session in Ottawa, the traditional unceded territory of the Algonquin and Anishinaabe people. Je tiens à souligner que nous tenons cette session à partir d'Ottawa, territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe Algonquin. Dear members of the Africa Study Group, dear members of the Canadian International Council, Excellencies, members of the Diplomatic and Consular Corps, dear members of the Canadian African Diaspora and of the African Canadian Diaspora, dear guests from all backgrounds, I am delighted to welcome you to this roundtable on the theme Understanding the Sahel Today, a socio-political and socio-economic update on the Sahel. Comprendre le Sahel aujourd'hui, une mise à jour socio-politique et socio-économique sur le Sahel. Le Sahel traverse aujourd'hui l'une des périodes les plus déterminantes de son histoire contemporaine. Région charnière entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, le Sahel fait face à des transformations profondes marquées par l'instabilité politique, les transitions militaires, les crises sécuritaires, les tensions géopolitiques, les déplacements massifs de population, ainsi que des défis économiques et climatiques persistants. Le retrait des forces françaises, l'émergence de l'Alliance des États du Sahel, regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, et leur rupture organisationnelle avec la CEDEAO ont redessiné la carte géographique régionale. L'AES, portée par un discours de souveraineté et de rejet des ingérences extérieures, cherche à redéfinir sa voie sécuritaire, souvent en se tournant vers de nouveaux partenaires. Pourtant, et il faut le garder à l'esprit, au-delà des crises souvent médiatisées, le Sahel demeure également un espace de résilience, d'innovation sociale, de jeunesse dynamique et de recomposition stratégique. The Sahel is currently experiencing one of the most defining periods of this contemporary history. As a pivotal region between North Africa and Sub-Saharan Africa, the Sahel is undergoing profound transformation marked by political instability, military transitions, security crisis, geopolitical tensions, massive population displacement, as well as persistent economic and climate challenges. Yet, beyond the often highlighted crisis, the Sahel remains also a space of resilience, social innovation, dynamic youth, and strategic reconfigurations. Dans un contexte international en mutation, marqué notamment par la redéfinition des partenariats internationaux, la montée des aspirations souverainistes et les nouvelles rivalités géopolitiques, il devient essentiel de mieux comprendre les réalités, de les mettre à jour à travers une approche équilibrée, multidimensionnelle et fondée sur des faits. Pour en parler, nous avons fait appel à trois éminents experts qui ont réellement la main à la pâte. Nous sommes heureux d'avoir comme hôte de marque aujourd'hui M. Marcel Lebleu, ambassadeur du Canada au Sénégal et envoyé spécial pour le Sahel. Nous avons le professeur Abid
Ben Cherif, professeur à la faculté des lettres et sciences humaines au département de l'école de politique appliquée, l'Université de Sherbrooke, ici au Canada. Je précise cela, c'est à l'intention de notre audience internationale. Nous avons également, comme le faisons souvent, nous essayons d'avoir quelqu'un directement de l'Afrique. Et aujourd'hui, nous avons le docteur Ali Tunkara, enseignant-chercheur à l'Université Yambo Ouelgouen de Bamako et directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel. L'ambassadeur Marcel Lebleu a une carrière au sein des affaires étrangères du Canada qui a débuté en 1987. Avant sa nomination comme ambassadeur du Canada au Sénégal et envoyé spécial pour le Sahel, il a occupé d'importants postes dans les ambassades au Cameroun, au Costa Rica, en Argentine et en Espagne. En outre, M. Lebleu a assumé les fonctions d'ambassadeur au Chili et en Colombie. Il a occupé jusqu'à tout récemment le poste de directeur général de la Direction générale de l'Afrique de l'Ouest et du Centre au ministère des Affaires étrangères du Canada. M. Habib Ben Cherif est professeur en sciences politiques et directeur du laboratoire interdisciplinaire sur les risques et les crises à l'Université de Sherbrooke. Ses recherches portent notamment sur les enjeux de sécurité, les questions identitaires et la violence politique en Afrique du Nord et au Sahel. Il est spécialiste tout particulièrement sur les questions de communautés nomades, plus spécifiquement sur les Touaregs. Il a dirigé et co-dirigé plusieurs ouvrages dont l'analyse des risques politiques, polycrises, perspectives sociales et scientifiques qui, en 2026, est Narrating Tuareg and Fulani Identities in the Sahel, une version qui doit encore apparaître. Dr Ali Tunkara est enseignant-chercheur à l'Université Yambo Ouelgouen à Bamako et directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques du Sahel. Il est également membre du laboratoire des sciences sociales de l'Université de Lorraine en France. Spécialiste reconnu, il est auteur de nombreux articles et ouvrages portant sur les questions de sécurité, de géostratégie, d'islam politique et de guerre. Au cours de sa carrière, Dr Tunkara a occupé le poste de responsable des études au Collège sahélien de sécurité du G5 Sahel. Il a conduit de nombreuses études sur les enjeux de sécurité, de développement et de genre et réalisé également plusieurs publications scientifiques sur les thématiques variées et actuelles. Ces travaux ont été réalisés pour le compte d'institutions internationales et régionales telles que la Banque mondiale et l'ONU, et notamment le PNUD Bamako, l'Institut d'études de sécurité en Afrique du Sud, le G5 Sahel, Mercy Corps, la Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, la GIZ, donc le West Africa Network for Peace Building et l'école de maintien de la paix à Lyon Blondin Bay au Mali. Et je vous souhaite à tous la bienvenue, chers intervenants, et je vous remercie encore une fois d'avoir accepté l'invitation du Africa Study Group, de groupe de réflexion sur l'Afrique. Chaque intervenant aura 15 minutes de préparation et dont 20 pour notre invité spécial, l'ambassadeur, pour une présentation, et nous aurons ensuite une série de questions-réponses à la fin de toutes les présentations. Les participants sont invités à écrire de courtes questions dans la boîte des questions-réponses. Les présentations sont en français et en anglais si les intervenants le souhaitent, mais les débats seront également en anglais et en français, et nous demandons aux intervenants de ne pas hésiter à s'exprimer dans la langue qu'ils souhaitent. Après cette présentation de nos illustres intervenants, je vais maintenant
passer la parole à l'ambassadeur Marcel Lebleu pour sa présentation de 20 minutes. Excellence, vous avez la parole. Bien, merci pour ces bons mots. Bonjour à tous les participants depuis Dakar. Merci aux co-panélistes. C'est un grand plaisir pour moi d'être présent avec vous aujourd'hui. Je serai peut-être un peu plus bref afin de laisser peut-être un peu plus de temps à la discussion, aux questions. Et je vais commencer peut-être en suggérant que je pars sur la prémisse que la plupart d'entre vous autour de la table virtuelle avaient déjà une certaine connaissance de la région. Euh, Me désigner du titre de grand expert du Sahel est un grand mot à titre de directeur général pour l'Afrique de l'Ouest au ministère, donc responsable de nos programmes de coopération bilatérale, de certains arrangements à l'époque au niveau sécuritaire et également depuis ma nomination plus formelle à titre d'envoyé spécial pour le Sahel. Pour vous donner un peu de contexte, je suis l'envoyé spécial, mais nous avons également une ambassade à Bamako depuis plusieurs dizaines d'années, ainsi qu'à Ouagadougou. Et notre présence, donc, diplomatique est restreinte au Sahel central. Et je pense que c'est important de mentionner, lorsqu'on parle du Sahel, aujourd'hui, je parlerai essentiellement du Sahel central, en faisant possiblement référence à la région dans son cadre plus large. Donc, je vais parler surtout des États qu'on définit comme les membres de l'Alliance des États du Sahel, du Burkina, le Mali et bien sûr le Niger, mais l'espace sahélien est beaucoup plus grand. Et je pense que c'est important de le réaliser. On parle bien sûr de la Mauritanie, on parle du Tchad. Je suis ici au Sénégal. Le nord du Sénégal fait partie de cette bande sahélienne, une région qui est confrontée à de grands défis, notamment au niveau climatique. Nous investissons beaucoup, le gouvernement canadien, au niveau du changement climatique. Il y a beaucoup de pression au niveau des terres arables, au niveau d'utilisation des ressources, qui est d'ailleurs, et ça reviendra un peu plus tard, source de conflit. Ce n'est pas seulement un conflit, ce n'est pas simplement un conflit idéologique. Dans certains cas, c'est un conflit pour simplement l'utilisation des ressources entre certaines populations qui sont, je dirais, de nature pastorale, alors qu'il y a d'autres groupes qui sont plus sédentaires. Un constat qu'on peut faire assez clairement, c'est que il y a eu, bon, on sait très bien, tout le monde le sait, il y a eu des coups d'État. Ce qu'on appelle l'ordre constitutionnel n'existe plus. On a des gouvernements, je dirais, avec, et j'utilise un mot assez fort, qui, je dirais, des gouvernements avec des tendances totalitaires. Donc, dans un contexte où on a des grands défis au niveau de la sécurité, mais également, quand je parle de gouvernements totalitaires ou de juntes militaires, puisqu'ils sont essentiellement contrôlés aujourd'hui par des gouvernements d'origine militaire suite à des coups d'État, euh, où on observe avec préoccupation, je dois le dire, un rétrécissement de l'espace civil, de la société civile, de la société, de la diversité politique. La plupart des partis politiques ont été, ont été, interdits. Lors d'une récente visite à Bamako, j'ai eu l'occasion de rencontrer Moussa Mara, qui était leader politique de l'opposition. C'était au mois de mai l'an passé. C'était la semaine durant laquelle on a interdit les partis politiques. Et quelques mois plus tard, Moussa Mara était en prison. Il est toujours emprisonné pour ses convictions politiques. On dénote également cette diminution et de plus en plus un contrôle marqué de l'État sur la société civile, non seulement par les contrôles qui portent au rétrécissement, mais également aux modalités d'opération de la société civile. Et ça, c'est très important pour le Canada
euh, parce que nos partenaires traditionnels, outre les organisations multilatérales, on a beaucoup travaillé avec la société civile et il y a des mesures très inquiétantes pour nous, notamment au Mali, où on parle d'instaurer une taxe, un prélèvement sur la coopération de 10 sur les sommes investies en développement, ce qui est très préoccupant, non seulement pour l'envoyé spécial, mais également, je crois, pour tous les Canadiens qui ici sont d'accord pour investir dans le développement de façon équitable avec leurs confrères maliens, burkinabés et nigériens. La taxe et la mainmise de l'État devient un peu préoccupante. Vous avez parlé, Charles Bangoura, d'autonomie ou de souveraineté. C'est un mot qui revient souvent, je l'entends souvent. Et ça va sembler bizarre pour certains participants, mais on a un parallèle qui existe au Canada. C'est un thème très d'actualité, la souveraineté au Canada. J'étais à Ottawa la semaine dernière. Le premier ministre Carney nous a parlé d'un ton très souverainiste pour dire que c'était important de développer notre propre autonomie stratégique, que ce soit au niveau de la sécurité, que ce soit dans certains secteurs clés de l'économie. L'ordre mondial se prête à ce jeu. Nous cherchons à diversifier euh, nos partenariats stratégiques. Vous avez vu le pivot du premier ministre et de son gouvernement vers l'Europe. Il sera encore en Europe très prochainement. Donc, ces aspirations-là et cette légitimité existent et elle existe pour toutes les nations, que ce soit au Canada ou que ce soit au Sahel. C'est plutôt son expression et les manifestations de ces choix qui sont pour moi un peu troublants. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire de façon très franche à certains ministres, vous êtes libre de choisir vos amis, vos partenaires sécuritaires. Euh, Personnellement, je ne crois pas que les Russes soient les partenaires de choix. Je comprends très bien également la réponse qu'on nous donne et on me dit, Monsieur l'ambassadeur, vous savez, on a cherché des partenariats sécuritaires, on n'a pas eu ce qu'on voulait. Vous avez mentionné le retrait des Français. Je pense qu'il faut également faire référence au retrait, au départ de la MINUSMA au Mali, à la demande du gouvernement malien. On peut également parler de la sortie de la francophonie, de la CEDEAO. Alors, clairement, on nous envoie des messages très, très clairs et on n'a pas à juger, mais on peut quand même tirer certaines conséquences. La position du Canada demeure dans le cadre de notre stratégie sur l'Afrique. Nous sommes partenaires, nous continuons à appuyer les populations les plus démunies à travers nos programmes d'aide humanitaire. Et c'est de plus en plus complexe, laissez-moi vous dire, acheminer de l'aide humanitaire, notamment au Burkina. Il y a une problématique au niveau des escortes armées. Ici, il y a plusieurs facteurs en jeu, mais la volonté est de continuer à appuyer ces populations les plus démunies. Ce qui a trait à nos programmes de coopération, vous savez que traditionnellement, il y a peut-être 5 ans, le Mali était, au niveau de nos programmes bilatéraux, le programme le plus important du Canada après l'Éthiopie. Et clairement, on n'est plus dans cette optique-là. Nous avons décidé, nous allons continuer de maintenir notre présence diplomatique au Sahel. Nous continuons d'avoir un dialogue engagé. Nous allons continuer avec l'aide humanitaire. Nous continuons avec des projets qui étaient déjà mis en œuvre lors des putschs militaires, mais nous attendons, avant de nous réengager plus à fond, de voir pour la suite des choses. Je vais sans doute laisser la question sécuritaire peut-être au professeur Bencherif et à notre collègue Dr. Ali Tounkara qui est sur place. C'est une situation très préoccupante dans les 3 pays.
Euh, on a un spécialiste des situations, des populations Touareg. Alors, je pense qu'il y a certains spécialistes qui sont mieux placés que moi pour évaluer ce qu'il y en est. C'est certain qu'en bout de ligne, ce sont les populations civiles qui souffrent. On assiste à d'importants déplacements de population, débordements d'ailleurs vers la Mauritanie, malgré des tensions, il faut le dire, avec le Mali. Et sur toile de fond, ces nouveaux choix, ces nouveaux alignements, il est tant qu'à moi trop tôt pour en juger de la- de l'évolution future, notamment de l'AES et notamment aux forces de sécurité conjointe. Ça n'a pas été très probant, à mon avis, ces derniers mois. Mais encore là, peut-être le professeur Toumkara aura un autre point de vue sur cette question-là. Et un dernier mot, possiblement, sur la question économique. Le Canada est pas le Canada, on va dire les sociétés canadiennes sont d'importants investisseurs, notamment dans les ressources aurifères. C'est un secteur où se manifeste très fortement la souveraineté ou le désir de souveraineté. On a souvent entendu dire que l'or ne brille pas pour les Maliens. Personnellement, et notre gouvernement, nous avons la conviction que les entreprises minières de grande taille payent les revenus et les royautés qui sont dus au gouvernement selon les contrats qui étaient en place. Est-ce qu'on peut revoir les contrats? Certainement, beaucoup de pays africains le font. Je pense que la grande question pour moi, c'est la rétroactivité de l'application de ces mesures-là. C'est la transparence et la société de droit qui, à mon avis, disparaît. Vous savez, on a mis des leaders de Barrick Gold en prison durant 1 an et 4 jours. On me l'a dit personnellement, 1 an et 4 jours. On a bien souligné le 4 jours. Et c'est très préoccupant. C'est un environnement, personnellement, qui n'est pas très propice à l'investissement futur. Et il y a un risque ici. Possiblement, il y aura d'autres pays qui voudront, d'autres sociétés avec du capital étatique qui souhaiteront, pour des raisons stratégiques, s'implanter, mais sur des bases de libre entreprise et d'investissement privé, c'est un peu difficile dans le contexte actuel. Et j'arrêterai mes propos ici pour céder le microphone à un des collègues et je vous laisse le choix, cher Mankoura, de décider du prochain présentateur. Merci infiniment, Excellence Lebleu. C'est une présentation assez profonde qui fait le contour de ce dont nous parlons aujourd'hui. Et du coup, je vais passer la parole. Je dirais que vous avez tracé les bons sentiers pour la suite de notre discussion. Et je vais donc passer la parole au professeur Ben Cherif pour sa présentation. Merci beaucoup, docteur Chertidjani. Merci, monsieur l'ambassadeur, pour votre analyse transversale et pour des éléments sur lesquels je vais pouvoir rebondir. Je vais rester dans le même registre, c'est-à-dire dans le registre d'une discussion informelle, plus analytique et pas être dans le registre d'une conférence. Euh, je sors de deux écoles d'été où on m'a demandé de présenter les conflits au Sahel et la polycrise au Sahel, puisque je la nomme ainsi. Et très rapidement, on m'a demandé de spatialiser des personnes étudiantes étaient très scrupuleuses et vous avez eu raison de souligner qu'il fallait bien différencier le Sahel central, soit les pays de l'AES, euh, que moi je considère au sein d'une polycrise, du reste des pays. Alors rapidement, pourquoi j'utilise ce concept de polycrise au Sahel? Parce que je considère qu'il y a quatre crises qui s'enchevêtrent. Crise de gouvernance, de sécurité, écologique et informationnelle. Et bien sûr qui se nourrissent les unes les autres et qui s'amplifient en termes d'effets. J'ai écrit un papier en ce sens pour aussi, d'ailleurs avec une de vos anciennes collègues, Monsieur l'ambassadeur, Gabriel Goyer, pour
expliquer que l'intuition d'Olivier de Sardan, dans son ouvrage L'enchevêtrement des crises, euh, un petit essai qu'il a écrit, euh, que je partageais ces préoccupations et que le langage de crise, souvent, que l'on critique dans le monde universitaire, on a tendance à dire que les acteurs du monde pratique surinvestissent peut-être ce type de notion d'urgence, eh bien, en fait, s'avère toutefois exact dans le contexte actuel. Il y a une telle ampleur par rapport au pays de l'AES, par rapport au phénomène de sécurité vécu et tous les effets associés aux autres écosystèmes et aux autres systèmes, que ce soit gouvernance, écologique ou informationnel, que, que c'est difficile de ne pas être dans ce type de notion. Mais il faut différencier. Alors, il y a des défis transversaux dans la région avec l'agropastoralisme, avec les enjeux climatiques, avec le fait que forcément, ça va créer des tensions au niveau du foncier. Mais la réalité, par exemple, du Tchad, comme Marielle de Beauce, qu'elle énonce souvent dans un état d'entre-guerres, aussi entre conflits et entre-guerres, un ouvrage que je recommande à tous, pour appréhender ne serait-ce qu'un petit peu le métier des armes, donc celui de tous ces militants qui adoptent maintenant le schéma guerrier, hein, pour faire carrière, pour avoir une sorte d'ascenseur social au sein de cette jeunesse. Eh bien, ça part des concepts de Marielle de Beauce que je recommande à tous. Mais quand on regarde la situation avec le fils d'Ebi, par exemple au Tchad, on a l'impression d'assister à une forme de continuité. On est toujours dans cette espèce de temporalité un peu séquencée entre guerre et conflit et une négociation un peu sous la forme d'un bras de fer avec la relation avec la France dans le cas du Tchad, alors que dans le cas de l'AES, on a vu des ruptures évidentes. La Mauritanie tient dans un équilibre précaire, mais la gestion des campements, entre les campements réservés aux Touaregs au niveau de Mbera et puis les campements Peul, vont amener probablement leur lot d'insécurité. Et donc, il ne faut pas prendre pour acquis, en fait, un état de stabilité en Mauritanie. Ça reste un état en hypervigilance. Au Sénégal, je trouve qu'un phénomène est intéressant, même si on aurait tendance à dire que les institutions ont résisté. Euh, Ce serait, et que la jeunesse est fortement politisée, hein, on le reconnaîtra, et il y a une foi en les institutions, et puis sur le registre du religieux aussi, c'est extrêmement intéressant, le caractère politique, même s'il n'est pas nécessairement énoncé comme ça, des imams et leur capacité à refaire le dialogue. Donc au niveau des autorités religieuses au Sénégal, il y a l'islam confrérique qui se rajoute à ça avec les logiques d'ordre, notamment mouride, où il y a une logique statutaire et une logique d'ordre social très ancrée, qui est difficile à remettre en question même par un salafisme rampant. Je parle pas du salafisme djihadiste et donc des groupes violents. Et donc, ça peut expliquer pourquoi il y a une forme de résilience sociale au Sénégal aussi. Ceci étant, cela ne signifie pas que le pays est complètement à l'abri euh, de schèmes violents, même si je suis beaucoup plus inquiet par rapport au Togo et au Bénin, par rapport au nord de ces territoires, où il y a vraiment des risques de diffusion et un phénomène de diffusion acté, hein, au niveau du parc. Donc ça, c'est vraiment un portrait un peu transversal à haute vitesse. Ma grande inquiétude, c'est l'écosystème informationnel et les jeux de correspondance pouvant exister au Sahel, au sens large, et à l'extérieur, à savoir, par exemple, ou pour vous donner un exemple très incarné, le capitaine Traoré euh, est à l'intérieur du Burkina dans une rhétorique d'une sorte de Thomas Sankara 2.0. D'accord. C'est un récit porté par les cyber-militants du Burkina Faso. OK. C'est un récit qui est assez diffusé dans le Sahel central. D'accord. Et dans une certaine mesure, dans la twittosphère que j'avais étudiée avec des personnes étudiantes quand il était arrivé au pouvoir. Mais ce que je trouve inquiétant, c'est que ça bascule aussi dans le monde anglophone. C'est-à-dire que cela nourrit une sorte de... Alors, il y a eu Achille Mbembe, on a parlé, une sorte de néo-souverainisme panafricaniste, et où on idéalise parfois des éléments où l'on recherche cette souveraineté. Et donc, Ibrahim Traoré est vu d'une manière étonnamment positive, parfois par même des intellectuels
avec lesquels j'ai échangé, anglophones, africanistes, à cause de cette sensibilité postcoloniale dans laquelle il entre. Donc on voit que cette figure est réappropriée même par les intellectuels de la diaspora, et cela pose question sur nos responsabilités en tant qu'intellectuels, même à l'extérieur du continent, sur les imaginaires que l'on véhicule à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et cela me permet de faire un pont avec une étude que j'ai menée avec un collègue de l'Université de Floride, Abdoulaye Khan, le livre que vous aviez cité, Chertigen, euh, qui va sortir en 2027, où on a fait une comparaison entre les Touaregs et les Peuls. Et en dedans, alors qu'on est tous des ethnographes de métier, plutôt des gens qui font du terrain, on s'est retrouvés par enjeu d'accessibilité au terrain et d'insécurité, mais aussi par l'objet même d'études, amenés à faire de l'enquête sur nos réseaux sociaux et à poursuivre notre raisonnement sur les réseaux sociaux. Et dans les phénomènes observés, on a cette capacité d'élite de la diaspora, Peul et Touareg, qui ne sont pas nécessairement sur le terrain, même s'ils conservent des relations de parenté, bien évidemment, et de solidarité, à créer des narratifs ethno-nationalistes, ou même à une échelle régionale, hein, donc qui dépasse la logique simplement de l'État-nation, et à peut-être polariser le propos. C'est le cas avec ces communautés, c'est le cas avec d'autres communautés au Sahel. Et donc, ces propos sont réappropriés par des entrepreneurs locaux, notamment qui peuvent être de chefs de groupe armés, et qui amplifient les violences à une échelle locale et diffusent des récits de conflits, amplifiant la violence. Bien évidemment, il y a les groupes djihadistes aussi sur le côté qui instrumentalisent tout cela ou qui arrivent à se positionner dans cette arène. Mais c'est important de souligner l'impact de nos récits. Alors, il y a les récits des acteurs étrangers, au sens des personnes, des intervenants, hein, mais occidentaux et non occidentaux, mais il y a l'impact aussi des personnes de la diaspora dans la construction narrative des acteurs locaux qui peuvent se réapproprier ces récits et défaire le tissu social alors qu'ils avaient des récits ancrés dans une empirie et dans une réalité sur place. Et j'ai échangé beaucoup avec des collègues, notamment d'International Crisis Group, et ça a été documenté, le fait que des récits de vivre ensemble se sont effacés à cause de ces récits qui ont été activés. Alors, il est important de souligner que ces récits, c'est pas comme s'ils n'avaient jamais existé, les récits de querelles entre les communautés, ou s'il n'y avait pas eu des épisodes de conflit à l'époque précoloniale, ou même à l'époque coloniale, ou même au cours des périodes passées à l'époque postcoloniale. Mais l'enjeu majeur ici, c'est que en fait, il y a un effacement des récits de paix, en fait, et de la capacité des acteurs à incarner des courtiers de la paix, des médiateurs locaux. Par exemple, quand on pense à la région de Gao, à l'époque, dans les années 90, quand on est sorti des accords de paix, il y avait cette capacité des autorités traditionnelles et de certains entrepreneurs locaux de réactiver la paix sociale et d'appliquer l'accord de paix qui avait été signé et d'essayer de recréer le dialogue intercommunautaire. Euh, Là, l'ampleur est telle que c'est extrêmement délicat. C'est extrêmement délicat, notamment à cause de l'enjeu des relations de confiance entre les communautés, mais aussi dans le manque de capital social de ces figures intermédiaires. On l'a vu particulièrement avec les communautés Peul, avec certaines tentatives qui avaient été faites au Mali et au Burkina Faso, où certaines élites urbaines avaient essayé de jouer ce rôle-là, mais ont été incapables, notamment par le fait qu'ils avaient une forme de manque de lien social euh, avec les combattants, les militants qui étaient plutôt en brousse. Euh, et chose que je vois apparaître aussi hein, parmi les communautés Touareg. Hein, on voit cet affaiblissement des chefferies traditionnelles et de certains entrepreneurs qui auraient pu jouer plus facilement ce rôle. Je pense que c'est moins important que dans les communautés Peul quand j'échangeais avec mon collègue et qu'on faisait les comparaisons. Mais ça s'évanouit. Ça s'évanouit à cause d'entrepreneurs de guerre et de ce fameux métier des armes qui se diffuse au Sahel central dans une forme de politique armée, où en fait la mobilisation des armes est une manière de faire la politique et de négocier avec les autres acteurs. Et ça, je pense que c'est un élément
d'inquiétude quand ça devient une nouvelle norme et qu'elle s'institutionnalise et se cristallise suffisamment, qu'elle ne soit plus remise en question. Et ça, je l'ai énoncé sans trop m'appesantir sur les groupes djihadistes, parce que je pense qu'il ne faut pas être dans ce narratif où tout est de la faute au terrorisme dans la région. Le phénomène du terrorisme ou des groupes djihadistes, pour employer une autre expression, euh, va se mêler à tout cela, va s'ancrer dans une réalité locale, va recadrer des combats locaux, communautaires, va rajouter une idéologie globale quand on pense à Al-Qaïda et l'État islamique, mais ce n'est pas à voir comme une sorte euh, de phénomène purement exogène sans se préoccuper de ce qui se passe à partir des acteurs locaux et des normes locales. Donc voilà, par rapport au groupe djihadiste, je vais être extrêmement rapide. Il y a cette notion qui se développe. Alors moi, je pars un peu plus du monde académique forcément, mais je pense que ça va rejoindre les préoccupations des personnes praticiennes autour de la table. Cette notion de gouvernance djihadiste. C'est devenu vraiment, depuis une dizaine d'années, sur les pays du Sahel et puis même dans d'autres régions du monde, on utilise beaucoup cette expression de gouvernance rebelle ou de gouvernance djihadiste, et on se demande comment les groupes rebelles ou les groupes djihadistes euh, parviennent à gouverner des territoires. Et alors, si on pourrait prendre une autre région du monde, le Hezbollah, on peut parler d'un groupe, d'une véritable gouvernance, au sens parce que ça a investi, le Hezbollah avait le statut de parti politique, avait le statut une capacité à rejoindre une communauté sur des activités sociales, sur bien des aspects. Donc, le concept de gouvernance a une portée, euh, peu importe la catégorie dans laquelle on embarque le Hezbollah, c'est pas le propos ici. Mais par contre, dans le cadre de gouvernance djihadiste par rapport à l'AES ou par rapport à Al-Qaïda, c'est beaucoup plus faible. C'est beaucoup plus faible, par contre, on leur a donné des outils. Donc, sur le plan purement en zone rurale ou en zone urbaine, entre rural et urbain, parce que dans les pays du Sahel, c'est un peu difficile à situer, il y a le fait que certaines régions sont plus contrôlées par les groupes armés non étatiques. Mais ça ne signifie pas qu'il y a plusieurs types d'autorités qui ne peuvent pas passer sur le même territoire. Donc il y a une forme de souveraineté fragmentée ou sur plusieurs niveaux sur la même zone. Et les populations doivent collaborer avec les uns et les autres et sont nécessairement prises en otage parce que s'ils collaborent avec les uns, ils peuvent se faire réprimer par les autres, etc., etc. Il y a le deuxième niveau par rapport à cette gouvernance qu'il est important de souligner, c'est le rapport aux taxes. Donc c'est très mineur et à une participation modeste à une économie locale, notamment euh, par l'accès à l'eau, par exemple, ou la sécurisation de sites d'orpaillage ou ce genre de choses. Et troisième niveau, c'est le juridique. Et donc, en fait, tout comme en Afghanistan, certains auteurs ont souligné qu'en fait, le manque de confiance par rapport à une justice qu'ils jugeaient corrompue, fait par l'État, entre guillemets, laïque, amène à préférer se tourner vers des autorités religieuses qui, certes, vont appliquer la charia de manière extrêmement conservatrice, mais vont offrir une sorte d'équité, hein, même si c'est dans la dureté. Et donc, quand vous arrivez à cela, c'est problématique. Quand on fait plus confiance à un imam posé par Yad Agrali et les oulémas de Yad Agrali que une justice locale. Toutefois, c'est à contrebalancer avec des autorités traditionnelles qui demeurent des références pour les populations locales. Donc, j'ai fait un espèce d'énorme voyage transversal dans mon propos. Peut-être deux derniers éléments parce que je rebondis sur deux considérations, donc un peu mes études sur les Touaregs. D'abord, de ce que j'ai observé, moi, les dernières enquêtes que j'ai pu mener, je n'ai pas pu me rendre au Mali et au Niger pour continuer mes enquêtes. J'ai plutôt fait des enquêtes les dernières années dans le Sahara algérien, du côté du Hogar. Mes enquêtes de terrain étaient plutôt en 2016-2017. J'ai fait énormément de suivi sur les réseaux sociaux jusqu'à un certain point où les acteurs ne se sentent plus à l'aise de parler, et je le comprends absolument, et j'évite aussi, pour leur propre sécurité, d'avoir le moindre type de discussion sur les réseaux sociaux. Donc, quand je les croise
à l'étranger, que ce soit dans la sous-région ou en Occident. On peut avoir des discussions plus franches, en off, euh, mais sur les réseaux sociaux, c'est devenu très compliqué. Je pense que ça dit quand même quelque chose. Et donc, par rapport à ce que je voyais dans le Hogar, quand j'échangeais avec des Touaregs venus du Mali, et qui avaient été des acteurs qui avaient tenu quand même une posture de négociation à l'époque avec les accords de paix, même s'ils avaient un récit pro-Azawad manifeste. Euh, je les ai trouvés qu'ils s'étaient radicalisés dans leur énoncé. Donc, ils étaient vraiment entrés dans un récit pur de conflit, et ça, c'était notamment causé par les exactions de Wagner à l'époque. Donc, les violences créées par ce groupe, maintenant bon, remplacé par Africa Corps, a créé une réelle rancune. Une réelle rancune. Et c'est autant étonnant que cette rancune ait été quand même traitée de manière pragmatique dans la reprise de Kidal, puisqu'il y a eu une négociation de la sortie des mercenaires russes, enfin des mercenaires, bon, des paramilitaires russes, euh, alors qu'on aurait pu penser qu'il y allait avoir vengeance immédiate. Ça vous dit qu'ils avaient tout à fait conscience de l'importance de négocier avec cet acteur-là et d'essayer d'éviter qu'il y ait plus de massacres. Parce que entre les groupes djihadistes et les rebelles, qui sont plutôt à Kidal seulement, hein, c'est leur petit bastion, il y a un groupe dominant, c'est les groupes djihadistes de Yad ça c'est évident par rapport au JNIM, et ceux qui essayent de survivre à travers une alliance de fortune, qui nous refont un peu ce qu'ils ont fait en 2012, pour être honnête. Je pense que l'alliance de fortune est pire maintenant pour eux. C'est les groupes rebelles. Parce que, en fait, il fallait réussir à se repositionner, qu'ils étaient en totale perte de vitesse et d'alliés, pour résumer cela. Donc voilà, je suis allé assez vite, et puis c'était plus un propos pour mettre la table et pour qu'on puisse discuter tous ensemble. Par rapport à l'enjeu de l'or, je vais finir là-dessus, et les défis vécus notamment par Monsieur l'ambassadeur lorsqu'il parle des grandes firmes qui opèrent dans la région. Je trouve intéressant l'idée de revisiter le contrat, de tout le défi de ce que cela implique, l'idée de revisiter le contrat. Dans les théories de l'analyse du risque politique, il y avait cette notion qui était très à la mode dans les années 70, je dirais 80, un obsolescing bargaining model. Donc, grosso modo, quand on arrive dans un pays étranger, un pays hôte, on est dans une phase de séduction. Le pays hôte vous, vous met le tapis rouge sur l'entrée, et donc les investisseurs se précipitent parce que le rapport de force est en la faveur de l'investisseur. Mais dès qu'il y a investissement, alors des régimes autoritaires euh, peuvent tout à fait avoir un bras de fer assez dur, et puis même nationalisé au besoin, etc. Donc ça, c'était quelque chose qu'on observait plutôt dans les années 70, 80, on va dire. On est dans une autre époque. Euh, on a eu donc ensuite l'ère rêvée de Fukuyama, le temps Professeur, il démocratique. faut qu'on arrive vers la fin. Et je vais me taire, promis. Et puis donc, laisser des universitaires parler, c'est toujours le problème, hein. Et puis donc, et donc maintenant, on retourne à un temps autoritaire, et donc la question se pose sur peut-être une négociation extrêmement dure à l'entrée quand on arrive dans ces pays étrangers. Donc voilà, je m'arrête là-dessus. Merci infiniment, professeur Ben Cherif, pour cette excellente présentation et je vous remercie surtout d'avoir pu faire cette analyse transversale où vous avez parlé de l'influence des imams et de la religion, le facteur religieux dans le Sahel, qui est un vrai problème qui touche les analyses géopolitiques de toute cette région et j'espère que il y aura des questions. On va en parler tout à l'heure et certainement ça va toucher aussi la présentation qui va être faite par notre collègue docteur Ali Tunkara. Docteur Tunkara, vous avez la parole, s'il vous plaît, pour votre présentation de 15 minutes. Merci beaucoup, docteur Bangoura, pour m'associer effectivement à cette réflexion
Merci également, Excellence, mon cher Belchérif. Non, rapidement, je vais plus m'attarder sur des aspects qui ont été évoqués par le prédécesseur, ainsi un certain nombre d'interrogations qui ont été soulevées par Excellence qui méritent d'être justement aussi réinterrogées par ma part. Alors, je vais articuler ma prise de parole autour de trois aspects mineurs. Le premier, d'abord, c'est que j'appellerais le piège à éviter lorsqu'on parle du Sahel au prisme de ces différentes mutations et configurations auxquelles le Sahel fait l'objet. Le deuxième aspect, justement, c'est de revenir un peu sur cette volonté affichée par les États sahéliens de rompre avec une certaine gouvernance classique. Je pense que c'est là que il est important de prendre le changement voulu avec toute la rigueur qui s'y est, sans réduire ce changement à une simple expression populiste ou un simple, si vous voulez, changement de mode. Le troisième point va s'attarder un peu sur toutes les implications qui pourraient naître de ces changements voulus par l'État d'Israël, tant du point de vue de crise humanitaire, du point de vue justement des partenaires en termes d'élargissement des partenariats. C'est là que je vais revenir un peu sur un certain nombre d'aspects évoqués par l'excellence par rapport à l'élargissement du choix du partenariat, notamment le cas précis, la Russie. Je vois dans tout cela comment euh, les populations, de manière générale, dans ces espaces, apprennent elles-mêmes ces dynamiques aujourd'hui auxquelles nous assistons. J'ai bien aimé le fait que les deux n'ont pas réduit le Sahel justement à un bloc homogène, unifié. C'est quand même une des limites des lunettes occidentales. Chaque fois que l'on évoque le Sahel, on a l'impression que ce qui se passe au Mali, c'est la même chose qu'on observerait au Burkina, de la même manière également qu'on observerait au Niger. Ça c'est un peu déjà évité ou de comparer toute une région, toute une sous-région à un seul État, par exemple, Sahel, Sahel, Espagne, Sahel et Canada. Ce sont des pièges également qui doivent être évités par des partenaires, en l'occurrence le Canada et d'autres États. Donc, c'est d'aller du postulat selon lequel le Sahel est un bloc pluriel, un bloc très hétéroclite, un bloc où même l'expression conflictuelle est aussi à regarder avec beaucoup de recul, beaucoup de variances, beaucoup justement de contradictions également. Ça, c'est extrêmement important. Une fois que cela est posé, ça va nous aider à sortir un peu dans ce sentiment du à la limite réductionniste des pays entiers à un bloc homogène ou unifié. S'agissant du deuxième volet, où je vais un peu m'attarder, qui est cette volonté née la suite de changements de régime dans des pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger. C'est important. C'est un narratif, même à l'interne, a fortiori, hors de frontières sahéliennes, euh, c'est intérêt justement à voir ces changements voulus par ces États comme une sorte à la limite, ce sont des plaisantins, c'est trop simpliste. Pensez-vous qu'aujourd'hui, si les dirigeants à la tête de ces États, quand vous voulez de l'analyse, voudraient juste se maintenir au pouvoir, je pense qu'ils auraient tout à gagner à s'accommoder avec l'ordre existant que de, justement, que de vouloir rompre avec celui-ci, justement. Lorsqu'on veut juste s'accommoder dans nos positions. Donc, je pense que la volonté affichée, il faut vraiment la prendre avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup de lucidité, sans succomber dans l'escalade émotionnelle à laquelle beaucoup de pays classiques, partenaires classiques, continuent toujours dans une telle dynamique ou dans une telle perception du Sahel. C'est important.
ce qu'il faut retenir fondamentalement, qu'est-ce qui se passe concrètement, que ce soit en termes de l'offre, de la demande de sécurité, que ce soit en termes de partenariat. Excellence a bien dit qu'on parle de la souveraineté même au Canada, on parle de la souveraineté aux États-Unis. Ce ne sont pas des mots vains. Ces mots de rompre avec l'autre, d'assumer ses propres choix. Il a fait bien allusion, effectivement, au cas des Barrick, une compagnie canadienne qui est de l'extraction de ressources naturelles au Mali. Mais vous ne pouvez pas imaginer. J'ai eu la chance d'aller sur pas mal de sites miniers au Mali. Partez, je ne parle pas de rétroactivité en termes des accords qu'il y aurait, l'État du Mali, par exemple, à ces compagnies minières ou en termes d'accords qu'il y aurait, l'État nigérien, des compagnies comme Areva. Mais si vous regardez de manière lucide, du point de vue analytique, euh, la part qui reviendrait à ces États et celle qui reviendrait justement à ces différentes compagnies minières, vous avez des hommes et des femmes qui vous disent Monsieur, Madame, nous voulons vivre comme les Canadiens vivent, comme les Allemands vivent, comme les Français vivent, justement en s'efforçant de prester les services essentiels. Si on trouve cela de la propagande, c'est quand même pas sérieux du point de vue analytique. Je pense qu'il est important, lorsqu'on interroge ces États, d'être beaucoup plus clair avec les citoyens occidentaux pour dire que le vent aujourd'hui qui s'est pas sous nos yeux, il est quand même sérieux. On ne peut pas le réduire à des simples expressions de populisme, à des simples expressions des hommes et des femmes qui veulent juste se maintenir au pouvoir, même si je reconnaîtrais avec vous qu'effectivement, certaines approches pourraient être interrogées en termes de leur en termes d'efficacité et même d'orthodoxie. Mais en tout cas, les finalités recherchées, je ne suis pas sûr que lorsque l'Allemagne, le Canada voudraient aujourd'hui élargir son partenariat avec le Yémen ou avec l'Égypte, tu vas plutôt demander l'avis d'un pays comme le Mali ou le Niger ou même le Tchad. C'est exactement ce qui s'est passé justement avec ces États. Lorsque vous avez des hommes et des femmes, qu'ils soient militaires, qu'ils soient civils, vous diront désormais, monsieur, madame, la façon dont vous élargissez vos partenariats sur d'autres États, nous voulons exactement faire comme vous. Je comprendrai aisément. Rompre avec une telle pratique classique, ça pourrait beaucoup heurter, ça pourrait justement nous amener à difficilement s'inscrire dans ce rapport d'égalité. Je pense qu'il est extrêmement important pour comprendre les dynamiques qui s'opèrent sous nos yeux dans ces États aujourd'hui, c'est dire attention, au-delà de la nature du régime, au-delà de l'horizon temporel en termes de retour à l'ordre constitutionnel défini, voire pas du tout défini, il y a quand même des matières à réflexion lorsqu'on veut comprendre ces différents changements qui s'opèrent sous nos yeux dans ces États, en l'occurrence le pays de l'AES, donc l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Autre élément important, il y a des aides effectivement dont le Canada fait partie des pays qui sont les plus présents dans des environnements difficiles. Mais dans le même temps, ils se sont dit, ces militaires au pouvoir ne sont pas contre les différentes formes d'aide auxquelles nos populations vulnérables en bénéficient. Mais nous voudrions quand même que, comme vous le faites chez vous, lorsqu'une compagnie ou lorsqu'une société étrangère venait à intervenir au Canada, la moindre des choses que la province concernée sache ce que la société en question fait dans la province concernée par sa prestation. J'ai quand même beaucoup voyagé à travers le Mali. Lorsque la mission onusienne était présente, lorsque des forces comme Barkhane, Takuba étaient présentes, et même du 5 Sahel, ce n'était quand même pas le cas. Je pense que ça, il faut qu'on intègre, qu'on intègre ce changement de paradigme à partir de nos positions occidentales. Pour se dire que c'est vrai, ce sont les États qui ont vraiment besoin de l'aide. Mais ils veulent juste comprendre comment l'aide est effectivement restée. Et d'ailleurs, certaines hiérarchies militaires vous diront dans ces États sahéliens, monsieur, madame, si vous voyez que nous sommes devenus autant exigeants, ce ne sont pas toutes les relations humanitaires, nous avons quand même des preuves tangibles qui font état de certaines organisations, pas toutes, d'être des mèches avec certains entrepreneurs de la violence. Comment voulez-vous que, en tant qu'État souverain, qu'on n'ait pas le courage d'interroger
les modalités pratiques d'intervention humanitaire dans nos espaces. Dans plus que chez vous, effectivement, ce sont des interventions qui sont justement scriptées à la loupe. Donc, je pense que ces changements, lorsqu'on ne les explique pas de manière équidistante à des populations non sahéliennes, même à des populations sahéliennes, on a tout de suite l'impression qu'effectivement, ce sont des gens qui veulent se braquer contre tout, ils veulent pas de l'aide, ils veulent pas de l'humanitaire, les gens galèrent. Attention, il y a quand même des choses qui se passent également sous nos yeux dans ces différents États. Donc, il est important de même également, Ibn Sherif a évoqué le cas des déplacés, le cas des camps de réfugiés dans certains États, justement, voisins. C'est important. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que des anciens rebelles qui ont accepté de s'afficher, de combattre avec le groupe de soutien à l'islam musulman Al-Qaïda, depuis la reprise des licences d'enseigne de la mission onusienne au Mali par l'armée malienne, que ces derniers sont toujours dans les postures indépendantistes. C'est quand même un peu, ça pose de sérieux problèmes. Et qu'au même moment, ces mêmes acteurs hostiles qui se battraient aux côtés des terroristes sont accueillis dans des chancelleries occidentales. Naturellement, ça pose de sérieux problèmes du point de vue ouest-africain, du point de vue sahélien, quant au sérieux auquel ces États hôtes feraient l'objet vis-à-vis des principes démocratiques, vis-à-vis même de l'orthodoxie en termes de gouvernement. Donc, ces éléments sont extrêmement importants de les mettre sur la table. Je pense qu'il fait que 15 minutes. Là, je vais rapidement évoquer, il y a quand même des défis, il ne faut pas être naïf sur ce qui se passe. Dans les salles, on ne va pas dire que tout est rose, tout se passerait comme on le souhaitait. Il y a des défis qui sont tout à fait propres à ces États, notamment en termes de moyens militaires limités, en termes justement de la satisfaction des besoins pressants des communautés rurales, en l'occurrence celles qui vivraient dans les environnements hostiles. Ça, ce sont des réalités dont on a effectivement besoin de l'autre. Et d'ailleurs, quand vous échangez avec ces différentes élites militaires, elles vous diront que nous n'avons jamais demandé à ce que, justement, ce qu'on ne soit pas avec l'Allemagne, le Canada ou les États-Unis. Nous avons défini nos conditions. On veut que si vous voulez être avec nous, comme vous le faites chez vous, nos choix souverains, respectez-le. Vous n'avez pas à vous substituer à l'État, et vous n'avez pas à nous dire avec qui faut-il agir, ne faut-il pas agir, comme vous le faites chez vous. Est-ce que êtes-vous prêt justement à agir de concert? Et l'autre élément pour finir, quand on parle de la Russie, c'est concerne ce qui intéresserait davantage l'audience non sahélienne. Il faut quand même beaucoup plus nuancer avec le cas de la Russie. Un chercheur, c'est des dynamiques conflictuelles. Quand il est rigoureux de l'analyse, aucun chercheur ne vous dira que les États engagés dans une situation conflictuelle n'ont jamais recouru ou ne recourent pas à des acteurs extérieurs. On a vu en Afghanistan avec les États-Unis, on a vu en Syrie tant de nationalités qui se battaient. On voit aujourd'hui en Ukraine, chercheurs occidentaux, médias occidentaux majoritairement silencieux à propos. Vous n'allez pas me dire que tous ces hommes et les femmes qui se battent en Ukraine sont des Ukrainiens, que des jeunes gens ukrainiens n'ont pas été forcés d'être enrôlés. Ce sont lorsqu'on est dans dans cette axiologie, cette neutralité axiologique, c'est extrêmement important que l'analyse ne soit pas à géométrie variable. De la même manière également, effectivement, vous avez des pays sahéliens qui ont recouru à des acteurs outre que sahéliens. Mais ce pays vous diront que lorsqu'on passait des commandes de blindés sous votre présence ici, comment celles-ci ont été traitées, sans considération, sans complot. Dites-nous comment ces armées, lorsqu'ils avaient exprimé, elles avaient exprimé des besoins d'acquérir un certain nombre d'équipements, quel traitement a été accordé à ces différentes demandes formulées. Et ces mêmes autorités de la transition vous diront également, monsieur, madame, vous voulez maintenir la paix à travers la mission onusienne. Or, nous sommes en pleine crise. Est-ce que ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'avoir des hommes et des femmes qui seraient prêts justement à se battre à nos côtés pour justement extraire la menace.
Voilà dont on a besoin. Est-ce que êtes-vous prêt à nous fournir une telle, ou à satisfaire une telle demande? Nous devons que voilà, c'était la Russie qui a répondu favorablement à ces différentes doléances formulées par ces États. Non, si demain, je suis persuadé que si demain le Canada serait à même d'envoyer des troupes de contingents au Burkina ou au Tchad, il serait heureux de le recevoir, mais à condition que ces contingents viennent pour se battre contre l'ennemi et non pas pour stabiliser, pour maintenir une paix qui n'existe pas, une paix virtuelle. Et je pense que ces éléments sont extrêmement importants. Le fait que le Sahel est devenu victime de cette compétition à laquelle les puissances militaires, les puissances économiques se livrent dans ces pays, dans ces pays du Sahel, naturellement, donc à la limite, ça nous aide pas du point de vue analytique à bien comprendre derrière la présence. Il y a même un général qui me disait dans un des pays de l'AS, là où vous étiez assis, il y avait le ministre allemand qui était à la même place, il me demandait, voilà, il faut demander à la Russie de quitter, comme ça nous allons venir en aide. Mais il a répondu, mais monsieur le ministre, vous-même, vous continuez à acheter les gaz russes. Est-ce que vous avez demandé l'avis de mon pays pour justement acheter les gaz russes et vous me demandez de rompre avec la Russie pour que votre soutien soit effectif? Donc, vous voyez un peu, ce sont ces paradoxes, ces contradictions qui font que le narratif occidental aujourd'hui, même s'il peut être de bonne foi, il est quand même difficilement audible lorsqu'on est un peu sérieux dans l'analyse. Voilà, docteur, en 15 minutes, quelques éléments introductifs qui pourraient être développés au besoin dans la série questions-discussions. Merci beaucoup. Merci infiniment, docteur Ali Tunkara. Je rappelle à notre audience que vous nous parlez directement de Bamako et nous sommes très heureux de vous avoir sur ce panel. Du coup, nous allons passer à la série des questions. Il y a de sérieux problèmes qui ont été posés et je crois que je vais commencer. Ma première question sera vers l'ambassadeur Excellence Lebleu. Euh, c'est évidemment, je demanderai dans quelle mesure les nouvelles initiatives régionales et internationales ouvrent-elles des perspectives renouvelées pour la stabilité et le développement du Sahel. Et là, je pense notamment à la réunion du haut niveau sur la nouvelle stratégie du Togo pour le Sahel. J'ai cru comprendre que vous avez participé à cette réunion et il y a aussi des enseignements certainement et opportunités qui peuvent émerger du Forum de Dakar de 2026 consacré aux défis africains de stabilité, d'intégrité et de souveraineté. Bien, merci pour la question. Je vais vous répondre très rapidement en ce qui a trait à Lomé, à la rencontre de Lomé. Et Lomé constitue un jalon positif, je dirais. C'était la première rencontre à laquelle étaient présents les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Alliance des États du Sahel et les envoyés spéciaux du Sahel, mais également d'autres organisations avec lesquelles l'AES et pays ont été en froid, dont notamment la CEDEAO. Donc, c'était, je crois, une démonstration qu'il y a toujours des communications qui existent à haut niveau, qu'il y a un certain dialogue, mais je crois que les États sahéliens, notamment le ministre Diop du Mali, a été très clair. Il y a une construction, on doit reconstruire une certaine confiance. Et cette confiance a été rompue sur plusieurs fronts, mais je crois que le déclencheur, c'est lorsque le Nigeria a dit, suite au coup d'État au Niger, nous allons intervenir militairement. Et ça a été, je crois, on a franchi une ligne rouge et on doit reconstituer cette confiance. D'accord, la plupart des intervenants étaient là, incluant Larry, l'envoyé spécial du Sahel pour le Ghana, qui a fait part de ses propositions. Je ne suis pas encore certain qu'on soit prêt à articuler une réponse sécuritaire collective. Et quand je dis collective, ici, j'exclus les pays
j'ai exclu les pays occidentaux. Je parle des pays africains. Ce qui m'a frappé à Lomé, toutefois, c'est que le Togo a monopolisé, si on veut, était le seul pays africain représenté à la table, outre les 3 pays de l'État. Donc, les grandes puissances régionales n'étaient pas représentées. Et je pense que le Togo s'est positionné comme médiateur, c'est un grand mot, mais je crois comme une courroie de transmission au niveau du dialogue. Alors, si les résultats concrets sont minces, je pense que dans la forme, le fait d'avoir réuni tous ces gens à la table était quand même un exploit diplomatique très positif pour la région. Merci infiniment, Excellence. Du coup, je vais faire la transition vers professeur Ben Cherif. Vous nous avez fait une analyse formidable sur l'étendue du Sahel et sur la vie des populations. Et c'est dans ce contexte que je voulais vous demander quelle approche innovante et durable peuvent renforcer la sécurité régionale face à la montée de l'extrémisme violent et des menaces transfrontalières dont vous avez parlé vers les pays anglophones. Et la deuxième question que je vais connecter directement à la première, c'est l'avis de certaines minorités. J'ai vu que vous traitez des questions des Touaregs et des Fulani. Quelle est la situation actuelle des Touaregs et des Fulani dans le Sahel? Il y a beaucoup d'éléments, donc c'est une réponse qui ne se veut pas exhaustive, surtout face à des questions transversales, mais immédiatement, ce qui me vient à l'esprit par rapport à la situation actuelle des Peuls et des Touaregs, c'est que vous avez beaucoup de personnes qui vivent dans des campements, qui sont des réfugiés ou qui sont des déplacés, qui n'ont pas nécessairement des statuts d'ailleurs, quand on pense au sud algérien. Euh, et donc, en fait, qui sont en train d'apprendre à bricoler une autre forme de réalité sociale pour les plus doués d'entre eux ou ceux qui s'ancrent, qui ont un capital social ou économique, donc les plus privilégiés, comme j'ai vu à Tam, qui arrivent à devenir des espèces d'hommes d'affaires en bricolant dans un schéma informel, mais d'autres continuent à vivre, à survivre plutôt. Donc c'est un grand bassin de population et donc de ce que ça représente. Quand vous pensez qu'un jeune Touareg en 2012, s'il est enfant, euh, maintenant on rajoute 14 ans. Donc imaginez, il est entré dans le campement de Mbera en Mauritanie à 6 ans. Vous ajoutez 14 ans, tout ce qu'il a connu, c'est les campements de réfugiés. Donc en fait, il y a de vrais enjeux par rapport à la santé mentale de ces personnes-là. Parlons aussi de cette dimension-là, mais aussi de la possibilité de radicalisation, la difficulté de se projeter dans une forme d'espérance. Donc il y a ce premier niveau. Il y a toutes les populations qui sont en fuite ou qui sont en esquive des forces de sécurité parce qu'elles ont peur, parce qu'elles ont fini par, des fois à tort ou à raison, mais elles ont peur des forces de sécurité. Donc ça, je pense du côté des Touaregs. Du côté des communautés Peul, notamment au Burkina Faso, le niveau d'exaction est absolument terrible. Euh, la difficulté en plus qu'on a, c'est que il y a une disparition de l'information. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de sources capables de trianguler convenablement. Amnesty International est plus tiède depuis quelque temps. Il n'y a que Human Rights Watch, à mon avis, qui fait un effort de documentation et de triangulation pour énoncer les exactions de manière transparente, de manière régulière. Il y a assez peu de joueurs, même Acled, que l'on utilise comme base de données pour recenser les incidents violents, n'est qu'un proxy. Voilà. Pour comment résoudre la situation, l'enjeu de la sécurité transversale, je pense qu'il faut avoir déjà, c'est une large question, mais je pense déjà il faut faire attention aux catégories. Donc, on est quelques-uns depuis pas mal d'années à dire que le GNIM est récupérable en bonne partie. Euh,
si je tiens pas de discours nécessairement pour l'État islamique, même si je pense qu'il y a des combattants qu'on peut récupérer. Mais je pense que le JNIM, le dialogue avec ces acteurs est possible. Est possible. Quand vous pensez au Niger, avec le président Bazoum, il avait quand même, du côté de Tillabéri, négocié avec des leaders djihadistes de Émir de Katiba, donc une sorte de niveau intermédiaire, pour assurer le minimum au niveau de la survivance des communautés, avec une sorte de pacte de non-agression qui s'était noué, et sur lequel ça allait peut-être aboutir sur des DDR ou des processus de réintégration de toutes ces personnes-là. Donc, je trouve qu'il ne faut pas négliger peut-être la négociation des différents écosystèmes, voilà. Et pas nécessairement toujours penser de manière transversale. Oui, oui, je comprends parfaitement et je vais directement enchaîner avec docteur Tunkara. Suite aux excellentes analyses faites par le professeur Ben Cherif et son Excellence Le Bleu, docteur Tunkara, je vous demanderai quels sont les principaux impacts humanitaires et migratoires des crises sahéliennes et comment les acteurs nationaux et internationaux peuvent-ils y répondre plus efficacement? Ça, c'est la première question. La deuxième question, évidemment, en préparation à cette session, on en avait parlé brièvement. Je vous parlerai des événements du 26 mars. Quel effet le 26 mars a eu sur la résilience du peuple malien et sur la suite des événements? Est-ce que vous voulez parler du 25 avril, j'imagine, hein, les attaques récentes? C'est ça, voilà. C'est Désolé. ça va. Le 26 mars correspond également à un soulèvement populaire au Mali, donc les deux dates sont tout à fait symboliques. Non, non, s'agissant des impacts de toute cette crise sur le plan humanitaire, les impacts sont tout à fait visibles, il faut être quand même réaliste. Il y en a plus de 5 millions de déplacés, il y a que l'espace AES de personnes. Donc il y a une réelle crise humanitaire dans les environnements aujourd'hui hostiles, que ce soit au Burkina Faso, au Mali, au Niger, et même concrètement comment l'aide internationale ou d'autres formes d'aide pourraient-elles intervenir dans ces différentes crises humanitaires aiguës. Il semble-t-il, ce qui est attendu des humanitaires, il y en a qui sont quand même présents, parmi les humanitaires, il y en a qui continuent à assister aux communautés vulnérables. Mais il semble-t-il que beaucoup seraient le 10% chiffre d'affaires d'une relation non gouvernementale demandée par l'État du Mali pose des problèmes, effectivement, de fonctionnalité en termes même de structure humanitaire, même si ce pourcentage serait aussi censé, pour l'État du Mali à l'entendre, d'assurer une certaine forme de suivi de ce que ces organisations feraient sur le terrain ou ce qu'elles feront dans différentes localités où elles interviennent ces organisations. Maintenant, comment trouver une articulation entre les exigences humanitaires et les nouvelles politiques proposées aujourd'hui par ces autorités militaires et civiles? Je pense que tout l'enjeu est là. De toute la pertinence de maintenir un cadre de dialogue substantiel entre humanitaire et État, d'une part, mais entre humanitaire également, communauté bénéficiaire de l'autre. Il semble que le dialogue n'est pas rompu. C'est vrai que nous assistons à une réduction nette de ces aides en faveur des communautés vulnérables, mais tout n'est pas rompu. Hein. Bon, par endroit, il y a aussi quand même une forme de retour à la normale en termes
d'acheminement des aides, mais au-delà même des questions, au-delà de contraintes qui pourraient être liées, qu'on pourrait les qualifier d'institutionnelles, liées à la suite des changements des régimes, il y a aussi quand même un problème d'accès. Parce que quand vous regardez, ce sont des localités qui sont difficilement accessibles par l'intensité des conflits, et même par l'état même de route également. Donc, comment faire en sorte que des contraintes institutionnelles qui sont nées de nouvelles visions des autorités militaires et politiques en place dans ces États, et également à ne pas occulter toutes les difficultés logistiques que trouvent à ces territoires avant même que ces contraintes institutionnelles naissent, en fait. Donc, en somme, le contact n'est pas rompu, mais il est important de trouver cette articulation, une sorte de pondération entre les exigences humanitaires et les nouvelles philosophie envisagée par ces autorités qui, par endroits, pourraient avoir des répercussions sérieuses en termes de pays en charge, de communautés vulnérables. Maintenant, pour le gouvernement du 25 avril, euh, les groupes terroristes n'ont pas caché, ils veulent vraiment accéder au pouvoir et de l'exercer. Donc, ce ne sont plus des acteurs isolés qui seraient juste dans des revendications d'ordre religieux, mais on a affaire à des acteurs qui veulent accéder au pouvoir, qui ont accepté d'agir de concert avec certains politiques, qui ont accepté justement d'agir de concert avec les anciens indépendantistes, notamment de la région de Kidal. Et de surcroît, il faut quand même être sérieux dans l'analyse, si vous regardez le niveau d'équipement auquel les acteurs du 25 avril avaient dirigé contre les différentes positions de l'armée malienne dans différentes régions du pays, et si vous regardez également les différentes nationalités qui composaient ces entreteneurs de la violence, naturellement, les enjeux vont au-delà des seules dynamiques internes. Certes, les dynamiques internes sont importantes dans la saisie de conflictualité, mais vouloir dire qu'on a affaire à des Maliens, des Burkinabés isolés, ou qui sont des marginaux, c'est de méconnaître effectivement la sociologie des différents entrepreneurs qui ont mené ces différentes attaques dans des villes différentes de manière simultanée le 25 avril passé au Mali. Maintenant, peut-être que c'est vrai que l'excellence pensait que la force unifiée était en partie, je pense, un peu absente. Peut-être qu'on n'a pas communiqué sur ce qu'a fait, par exemple, cette force unifiée lors de la journée du 25 avril au Mali. Elle était quand même, c'est pas mal le théâtre, je pense, en l'occurrence aux différentes interventions faites par l'armée burkinabé au centre du Mali et d'autres également par l'armée nigérienne dans la région du nord du Mali. Mais sauf que on n'a pas, certainement, ils ont fait le choix de ne pas s'inscrire dans le schéma classique consistait à dire, voilà, telle opération vient d'être menée par la force Barkhane, ou telle opération vient d'être menée par la force onusienne. Donc, je pense que c'est le format de communication qui a certainement changé. Et puis, l'idée aussi de mutualiser les efforts consisterait à ne pas du tout se singulariser dans un combat commun. Voilà. Je pense que c'est un peu ça aussi qu'il faut voir le soutien de l'AES à l'État du Mali le 25 avril 2026. Oui, merci, docteur Tunkara, pour cette réponse. Je vais maintenant me rediriger vers vous, Excellence. Euh, le Canada a toujours été très intéressé sur la paix et la sécurité en Afrique en général et particulièrement au Sahel, d'où votre nomination en tant qu'envoyé spécial pour le Sahel. Et ça en dit beaucoup sur notre politique de paix dans le monde. Et dans ce contexte, je voudrais vous demander quelle peut être la contribution du Canada à la paix, à la sécurité, au développement inclusif et à la résilience climatique dans les pays du Sahel. Bien, écoutez, nous, on a continué d'appuyer certaines activités, notamment le PAM, un programme d'alimentation mondiale au niveau du programme, ce qu'on appelle de résilience sahélienne. C'est un projet assez important qui touche 2-3 pays, dont la Mauritanie,
qui touche également le Mali et le Burkina, dont il s'agit de travailler avec les communautés afin d'avoir des techniques agricoles plus productives, donc travailler au niveau de la résilience communautaire. Cela étant dit, nos capacités d'intervention à travers une programmation de coopération traditionnelle, elle est limitée. Je pense que le professeur Tounkara a parlé des aspirations des populations et on ne peut pas les oublier. Ce sont des aspirations légitimes. Cela étant dit, on ne peut pas oublier non plus que ce sont des militaires qui ont saisi le pouvoir par les armes et qui ne partagent plus le pouvoir avec les populations. On peut changer les politiques, on peut changer nos alliances, on peut choisir ça, mais le fond demeure que pour nous, il y a une interruption au niveau de la gouvernance. Est-ce qu'à l'époque on parlait de Bazoum. Alors, à l'époque de Bazoum, on pouvait dire qu'il était corrompu. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le maréchal Goïta est corrompu? Je ne crois pas. Alors, il y a des limites à ce qu'on peut faire. Nous allons travailler à continuer. Nous allons continuer à travailler, à travers un programme régional, possiblement sur les questions transfrontalières, vers les pays plus à risque, donc le Bénin, le Togo, etc., etc. Nous maintenons notre présence diplomatique. Et moi, je prône la patience stratégique lorsqu'on aura des gouvernements qui seront intéressés à travailler avec le Canada et non de nous taxer 10%, ben, ça sera plus facile d'avoir un dialogue. Et pour l'instant, nous restons attentifs et nous continuons avec l'aide humanitaire et la programmation régionale. Et infiniment, voilà qui est très bien dit. Et professeur Ben Cherif, j'ai été très heureux de vous entendre parler du rôle de la diaspora dans le cadre de la paix, de la restauration de la paix. Et du coup, je vous demanderai quel pourrait être le rôle des diasporas du Sahel et comment relever simultanément les défis économiques, alimentaires et climatiques qui fragilisent les populations et compromettent le développement durable au Sahel. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est une très bonne question, hein. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer les initiatives faites à une échelle individuelle, à une échelle locale, par ces personnes avec leurs familles et autres. Mais peut-être qu'il serait possible de penser d'une manière originale en essayant de créer des liens entre diaspora et personnes locales. Euh, j'ai vu certains entrepreneurs essayer de tenir cette, euh, cette dialectique, mais à la toute fin, en ayant une entreprise ou une ONG locale et en opérant complètement à l'extérieur, ils n'arrivaient pas nécessairement à mener les programmes et à les mettre en œuvre. Donc peut-être qu'il faut créer une dialectique plus affirmée entre les tenants de la diaspora et les acteurs locaux, euh, avec une acceptation des autorités sur des sujets qui ne posent pas problème. Euh, pour être honnête, en ce moment, on avait vu du côté du Mali une sensibilité pour essayer de jouer sur l'agenda environnemental, et un peu écologique. Donc, peut-être que c'est un lieu où agir. Mais il y a une responsabilité collective à bien mettre en exergue. C'est notre rôle au niveau des récits. J'insiste encore sur le volet narratif. Ne pas raconter n'importe quoi et ne pas amplifier euh, des récits de colère, parce qu'il y a des entrepreneurs de colère qui existent à l'extérieur et à l'intérieur et qui participent à défaire la possibilité de dialogue. Je pense que avoir conscience déjà de notre rôle dans le récit, c'est déjà pas mal. Merci, professeur Ben Cherif, et merci de cette franchise du dialogue. Et je vais me rabattre vers Dr Tunkara. Vous êtes directement sur le terrain. Et en tenant compte des similarités entre les pays du Sahel, quel rôle la jeunesse et les femmes peuvent-elles jouer comme moteur de transformation sociale? Si vous pouvez brièvement nous en parler en matière de résilience et de consolidation de la paix dans la région. Nous n'avons plus que 2 ou 3 minutes. Non, non, rapidement, je pense il faut plutôt éviter de
de concevoir les jeunes et les femmes comme des entités autonomes vis-à-vis du reste des populations sahéliennes, même si c'est des catégories ont des particularités qui seraient corollaires justement même à l'anthropologique et au sociologique du point de vue justement euh, de la configuration du territoire dans ce pays. C'est vrai qu'en termes de résilience, si l'on regarde de près, c'est quand même en partie aussi lié au fait que certaines organisations non gouvernementales, du début de la crise à maintenant, dans les pays sahéliens, s'il y a un changement positif, c'est justement de plus en plus les femmes et les jeunes sont quand même associés aux différentes initiatives en faveur de la paix et de la réconciliation nationale. Euh, Laquelle facilité a été en partie aussi obtenue grâce aux différents concours des organisations non gouvernementales. Donc, pour dire que les crises multiples qui sévissent dans le Sahel ont contribué à réduire, si vous voulez, le poids de certaines pesanteurs culturelles, voire sociales, qui faisaient de la femme un être non abouti, qui faisaient de la jeunesse une catégorie non habilitée à prendre part à des instances de décision, y compris celles en lien avec la gouvernance. Ces considérations ont été largement réinterrogées à la suite des différentes crises que traverse le Sahel. Mais si on doit parler de la résilience, je pense que la résilience communautaire, elle est difficilement perceptible à partir d'une catégorie définie, mais elle se lie à l'aune de tous ces efforts individuels conjugués dans un territoire donné. Je pense juste le cas d'une femme Léa au centre du Mali qui a eu quand même le courage d'aller rencontrer les hommes d'Ahmad Koufa, donc Al-Qaïda au centre du Mali, pour discuter directement avec ces hommes d'Ahmad Koufa, en leur demandant de déposer des armes et de réintégrer le corps social. Donc, il y a ces cas de figures féminines qui sont très connues, que ce soit au Mali, au Burkina Faso, au Niger, et malheureusement, lesquels cas sont peu documentés. C'est lors des ateliers des discussions intercommunautaires que les cas de ces gens sont partagés par la communauté à la base, mais très peu de travaux scientifiques les ont suffisamment mis en lumière pour que un nombre important de la communauté scientifique puisse effectivement s'en approprier de l'existence de différentes initiatives communautaires portées par les femmes et les jeunes dans le contexte sahélien. Merci infiniment, docteur Tunkara, pour ce qui est des recherches. Je pense qu'avec avec cette présentation, nous avons pu établir un certain lien entre vous et certaines institutions canadiennes, dont le professeur Ben Cherif et l'ambassadeur, son Excellence Le Bleu, pour intensifier les discussions. Voilà que nous arrivons à la fin, malheureusement, très malheureusement, nous arrivons à la fin de notre session et je vais laisser le mot final à son Excellence, l'ambassadeur Le Bleu. C'est une longue discussion et la discussion pourrait durer encore très longtemps, mais soyez assurés de notre côté que le Canada a été présent depuis les débuts de l'histoire postcoloniale du Mali, du Burkina, et nous continuons d'être présents tout en observant une patience stratégique pour voir comment les choses vont évoluer. Excellence, professeur Ben Cherif. Simplement pour vous remercier pour l'organisation de ce webinaire et de l'intérêt de continuer à réfléchir et à échanger tous ensemble. C'est extrêmement important qu'il y ait ce type de format et merci à Dr. Aline Tunkara de sa présence. C'est important que le dialogue ne soit surtout pas rompu. Voilà. Dr. Ali Tunkara. Oui, merci, Excellence, pour l'initiative, effectivement, pour reprendre
Ben, je pense qu'il est important qu'on ait ce genre d'interaction qui pourrait aider à réduire un peu ce qu'on pourrait qualifier de chocs de perception qu'on a parfois du Sahel, que ce soit le domaine de sécurité, de gouvernance, voire au-delà. Merci beaucoup. Merci éperdument à nos intervenants pour cette excellente discussion. Au nom du groupe de réflexion sur l'Afrique, Africa Study Group, je voudrais remercier chacun de vous pour la compréhension que vous avez offerte aujourd'hui sur le Sahel. Monsieur Marcel Lebleu, ambassadeur du Canada au Sénégal et envoyé spécial pour le Sahel. Professeur Ladil Bencheri, professeur faculté des lettres de sciences au département de l'école politique appliquée, Université de Sherbrooke, ici au Canada. Docteur Ali Tunkara, enseignant-chercheur à l'Université Yambo Ouagadougou. Et merci à vous tous. Et écoutez, indépendamment de là où vous vous trouvez, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne santé. Et selon l'endroit où vous comptez séjourner les prochains jours, je vous souhaite une bonne santé. Merci et à la prochaine. Merci, Cher Tidjani. Au plaisir d'échanger. Merci, Votre Excellence, Ali Tunkara. Bye bye. Merci Ali Tunkara et à bientôt. À bientôt, à bientôt.